Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, on s'attaque à un gros morceau, de la SF certes, mais de la SF vraiment du gros lourd. Je veux parler évidemment de toute la gamme des jeux Warhammer 40 000. Et voici justement Dark Heresy, deuxième édition que je vous présente pour vous montrer et vous illustrer cette chronique. Et oui, j'avais dit, bon, allez, voilà, je vais faire une grosse vidéo, mais quand je me dis qu'il y a tout de même 5 jeux à traiter, ça va peut-être faire long. Donc je verrai, peut-être que je la couperai en deux ou peut-être que j'en ferai qu'une seule. On va voir comment ça se passe. Comme d'habitude, j'improvise beaucoup, hein, même si j'ai un plan, comment dire, préconstruit dans la tête. Donc on verra comment ça va se goupiller cette histoire. Et donc déjà, je dois vous parler évidemment de l'univers de Warhammer 40 000, un petit minimum, au moins pour, on va dire, introduire quelque peu le sujet. Et donc, nous considérons que nous sommes bel et bien au 41e siècle, euh, selon, on va dire, notre calendrier connu. Et nous sommes dans un univers gigantesque. Vraiment, voilà, nous sommes dans la galaxie, hein, purement et simplement. Et nous considérons que l'humanité a évolué, et a évolué pas vraiment dans le bon sens, devrais-je dire. Nous sommes dans un monde extrêmement, on va dire, sombre, désespéré, voilà, régi, on va dire, par des forces, que je qualifierais de totalitaires et fascistes. Et je pense qu'à mon avis, sur les deux mots, je suis même extrêmement faible. L'humanité est dévouée corps et âme, c'est le cas de le dire, je vais y revenir, à son empereur dieu, puisque l'empereur est un dieu, hein, voilà, nous sommes dans l'imperium, si je puis dire, qui est donc l'entité politique et religieuse, on va dire, la plus développée, avec donc des mondes extrêmement nombreux, extrêmement variés, peuplés par des humains ou des quasi-humains, qui peuplent donc des mondes avec des niveaux technologiques extrêmement différents entre, on va dire, le niveau médiéval et le niveau de très très haute technologique, donc entre les gens qui vont vivre vraiment dans un cadre pré-renaissance ou même voire Moyen-Âge classique, jusqu'à, on va dire, des cités, des cités-mondes qu'on appelle donc des spires, voilà, qui a donné, on va dire, des genres évidemment et des jeux évidemment à toute cette gamme, comme par exemple Necromunda. Donc c'est vraiment des très très grosses cités-étages, qui donc avec évidemment une élévation sociale évidente par le haut, c'est-à-dire que dans les strates inférieures, évidemment, on a tous les pauvres, tous les gangers qui essayent de survivre comme ils peuvent. Voilà, c'est une proposition ludique qui a donné donc le jeu de rôle Necromunda. Et voilà, dans les sphères, les plus hautes sphères, évidemment, les nobles et les dirigeants de la ville, avec tout ce qu'il y a entre les deux. L'empereur, eh ben, c'est un, je puis dire, une sorte de, c'est bel et bien un dieu qui est accroché à son trône, qui est en plus le phare de l'humanité au sens propre comme au sens figuré, dans la mesure où c'est lui qui permet d'éclairer, on va dire, le warp, c'est-à-dire la dimension par laquelle transitent justement les vaisseaux spatiaux pour pouvoir donc voyager extrêmement loin et de manière à peu près sûre. Lui, il est en quelque sorte justement la lumière qui va les guider à travers ce warp, sachant que donc dans chaque vaisseau spatiaux, qui sont donc des vaisseaux quasiment des vaisseaux mondes, hein, pour certains, comme par exemple pour les races extraterrestres, enfin les xénos comme on dit, dont je vais reparler également. Voilà, ils ont besoin, on va dire, de ce point de repère dans le warp, justement pour pouvoir se déplacer en toute sécurité. Et donc il y a à l'intérieur, enfin à bord de chaque vaisseau, un astropathe qui, on va dire, va justement pouvoir voir ce phare et va pouvoir guider les vaisseaux de manière sécurisée. Voilà, donc on est sur quand même une très très haute technologie qui côtoie aussi donc une technologie, on va dire, beaucoup plus basse. En fait, en l'espace de, voilà, de, de quelques de quelques milliers d'années, depuis donc, on va dire, le grand événement politique qui a placé l'empereur sur le trône, c'est-à-dire l'hérésie d'Horus. Il s'est pas passé énormément de temps, il s'est passé quelques millénaires. Donc là, on est au 41e millénaire, en fait. J'ai dit siècle, mais c'est 41e millénaire. Désolé, voilà pour le petit lapsus, mais bon, c'était important de le préciser.
Donc cette aventure, on va dire, au niveau du monde, elle a commencé donc avec un jeu de figurines à la base, pour la petite histoire aussi, donc Rogue Trader justement, qui va donner le nom à l'un des jeux, enfin Warhammer 40 000 Rogue Trader. Ça, je ferai une revue spécifique pour le jeu de figurines à un autre moment, parce que là, sinon, on va péter les scores au niveau de la présentation. Et en plus, voilà, je pense que ce sera plus intéressant de vous montrer cela en live, je pense. Voilà, et en plus, comme c'est du jeu de figurines, on sort un petit peu du cadre du jeu de rôle, et donc on va essayer d'être un peu cohérent, on va dire, même si j'ai hâte, comment dire, de vous montrer toute la collection de toutes les éditions justement de Warhammer 40 000, le jeu de figurines, puisque je les ai aussi. Voilà, mais là, aujourd'hui, on ne se consacrera qu'au jeu de rôle. Donc voilà, cet empire, il est défendu par plusieurs corps, voilà, que sont d'un côté donc l'Adeptus Astartes, que sont donc les Space Marines, les fameux Space Marines, qui sont, on va dire, vraiment la représentation quand on pense à Warhammer 40 000, on pense évidemment aux Space Marines, et, et donc, voilà, ils sont donc divisés en chapitres, des chapitres qui sont évidemment restés fidèles à l'empereur, puisqu'il y a eu des chapitres évidemment renégats, ce qui a été donc à l'origine justement de l'hérésie d'Horus, donc qui était le meneur justement de cette rébellion, qui eux sont passés du côté du chaos, qui est donc la force cosmique, qui représente évidemment plein d'aspects, on va dire, de la corruption. Il est divisé en quatre éléments, quatre dieux, que sont donc Tzench, qui est le dieu de la magie et de la destinée, que sont donc également donc Nurgle, qui est mon préféré, donc dieu de la maladie, de la pestilence, de la pourriture, voilà, de tout ce qui, on va dire, de l'entropie. Donc également le troisième, donc on va passer par Khorne, qui est donc lui le dieu, on va dire, de la bestialité, de la violence, de la guerre, voilà, du meurtre, etc. Enfin bon, il a plein de choses. Tout ce qui est sanguinaire, en tout cas, c'est pour lui. Et le dernier, donc, que évidemment, et voilà, ah mince, ça va me revenir, hein, c'est juste le temps que je les égrène dans ma tête. Donc Tzench, Nurgle, Khorne et donc Slaanesh, voilà, excusez-moi. Comme toujours, hein, il y en a toujours un qui manque, c'est comme les 7 nains. Slaanesh qui lui est donc plus le côté, on va dire, à la fois raffiné, poétique, artistique, mais complètement décadent. Voilà, donc les émotions évidemment qui mènent à l'excès, voilà, et il est évidemment là-dedans, hein, donc c'est la beauté, comment dire, qui en fait mène, on va dire, à quelque chose, on va dire, en tout cas de perverti. Tout en fait, voilà, est représenté en fait par ces quatre dieux. Bon, il y a aussi évidemment un dieu du chaos unifié, hein, ce qu'on appelle le chaos unifié, qui relie en fait ces quatre forces, mais on peut les vénérer chacune séparément d'une certaine manière, et chacun a ses représentants, et chacun d'ailleurs a ses propres plans. Ils ne sont pas toujours d'accord, et le chaos, c'est pour ça justement qu'il n'a pas encore gagné, parce qu'il est vraiment beaucoup plus fort, parce que justement il est divisé. Et c'est ça qui fait justement à la fois sa force, mais aussi sa faiblesse, c'est qu'il n'est pas uni, on va dire, dans l'univers, et ça permet en fait à l'humanité d'espérer encore un petit peu. En dehors du pôle humanité contre le chaos, qui est son principal ennemi, il y a également donc tout ce qu'on appelle des xénos. Alors, normalement, on devrait dire xénoi, hein, si on est un peu rigoureux, comment dire, en termes de déclinaison grecque, hein, quand même. Mais bon, je vais continuer à utiliser le terme xénos, hein, c'est celui qui est utilisé. Et donc là, on a plein de peuples différents qui on va dire, sont également des ennemis, tous sont des ennemis de de l'humanité, que sont donc les Eldar. Donc on les ont changé de nom, hein, mais moi j'emploierais les anciennes terminologies, parce que voilà, Games Workshop depuis quelques années, ils ont tout rechangé, donc ils appellent ça Aeldari, je crois maintenant, au lieu d'Eldar. Mais bon, voilà, ce sont donc les elfes de l'espace qui vivent eux dans des vaisseaux mondes, qui n'ont plus de monde d'attache, et qui sont purement et simplement en train de décliner, en train de crever, hein, faut être clair là-dessus. Leur pendant, évidemment, il y a les Eldar noirs qui eux se sont convertis au chaos, et en particulier donc à Kane, la divinité du meurtre, voilà, qui c'est un peu, on va dire, franchement, c'est le pendant SF quasi identique, miroir de Warhammer. Il faut être clair là-dessus, hein, sur la plupart du temps, on est quand même là-dedans. Il y a également donc les Nécrons, qui sont donc des sortes d'entités, on va dire, immortelles, avec une forte inspiration évidemment de l'Égypte
antiques, mais on va dire qu'on passerait, on va dire, à un niveau technologique énorme, qui eux essayent, voilà, de leur maître dorment dans des tombes qui sont des pyramides colossales, gigantesques, et donc qui essayent purement et simplement de se qui quand ils se réveillent en tout cas ça crée des conflits. Il y a donc également les orques qui eux veulent évidemment aussi essaimer comme une sorte de virus dans toute la galaxie, qui voilà, ont également leur propre divinité qui leur permettent on va dire aussi, eux aussi d'avoir des pouvoirs psy, hein, parce que quasiment tous les peuples en question que je vous ai cités là ont évidemment des pouvoirs psy qu'ils tirent en canalisant l'énergie du warp justement. Pour ce qui est des humains, en tout cas, ils sont extrêmement contrôlés, voire même bannis. Et la plupart de ceux qui sont trop dangereux ou qui ont un pouvoir pas assez, on va dire, intéressant pour être utile, ben on les donne purement et simplement à bouffer à l'empereur, qui lui a besoin de se nourrir de leur énergie psychique pour pouvoir se maintenir dans un état de mort-vivant. Voilà, c'est un peu le chat de Schrödinger sur son trône, si je puis dire. Ensuite, en dehors également donc des orques qui sont eux un peuple extrêmement, on va dire, vindicatif, guerrier, voilà, qui ont un côté un petit peu post-apo, voilà, avec une technologie, on va dire, faite de briques et de broc qui est très très sympathique. Des Nécrons, des Eldar, donc il y a encore en plus les Tau qui eux, c'est un rajout qui était beaucoup plus récent hein, dans la gamme, c'est un peuple d'humanoïdes qui eux, on va dire, ont également une assez haute technologie et qui utilisent en fait surtout des armures de combat et des armes laser extrêmement précises. Hein. C'est des spécialistes, on va dire, du tir entre guillemets et des véhicules assez rapides et avec des designs très 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 méca, hein, très manga. Hein, faut quand même. Donc là, c'était vraiment pour au départ une volonté de rattacher le public, mais bon, ils ont une vraie histoire quand même et ils ont un vrai intérêt. Bon, c'est peut-être à peu près les seuls qui peuvent de près ou de loin s'entendre avec les humains, même si c'est pas toujours facile, alors que tous les autres c'est carrément pas possible, l'humanité est en guerre quasiment permanente contre eux. Qu'est-ce que j'oublie encore à citer dans les différentes factions? Bon après c'est des factions on va dire issues on va dire de l'Imperium, donc j'ai oublié de vous parler, il y a une deuxième faction évidemment très importante qui est normalement la première, qui est donc la garde impériale qu'on appelle aussi Astra Militarum maintenant. En fait, voilà, c'est les humains qui protègent l'empereur, mais bon, c'est des soldats, c'est des péons, on va dire, avec un fusil. Il y a un côté, comment dire, très, très Russie, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec plein d'aspects comme ça on va dire au niveau de l'imagerie, qui ont été un prix, on va dire justement des Russes, des Américains, même aussi on va dire de l'Allemagne nazie. Parfois ça a fait jaser d'ailleurs dans les années 80 parce qu'il y avait de l'imagerie, on va dire un petit peu connotée, qui était associée on va dire aux figurines, ce qui a fait passer un peu Games Workshop, l'éditeur du jeu à l'époque, pour des nazis, faut être clair là-dessus. Mais bon, ils ont très largement rectifié le tir depuis et ils essayent pas trop, on va dire, plus trop de jouer là-dessus, c'est un peu trop sensible. Et donc voilà, l'Astra Militarum se divise vraiment en plein de corps différents en fonction de la planète dont ils viennent. Les plus connus évidemment c'est les Cadiens, les Katachan évidemment, eux c'est plutôt la jungle, les Cadiens c'est classique, quoi, c'est Starship Trooper si je puis dire, pour l'iconographie, mais bon il y en a aussi qui sont d'inspiration russe, on va dire moyenne-orientale, c'est Talarn par exemple, voilà, et d'autres qui sont d'inspiration Première Guerre mondiale, qui sont extrêmement beaux en plus, voilà, les figurines, j'en ai donc je peux vous le dire, c'est aussi on va dire un peu mon dada, comment dire, voilà, le Death Corps of Krieg, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y a Steel Légion aussi, enfin bon, il y en a plein, hein, il y a énormément de choses. C'est un univers super riche que vous en ferez jamais le tour. Le lore, le background est phénoménal. On peut le retrouver donc dans les livres que je vais vous présenter, mais aussi justement dans tous les codex du jeu. Parce qu'en dehors d'un jeu de figurines, ils ont vraiment développé un lore qui est énorme et qui peut être utilisé d'ailleurs hein, si vous jouez en tant que joueur de jeu de rôle. Franchement, vous pouvez aller piocher dans les codex. Il y a énormément de choses intéressantes à jouer. Est-ce que j'ai encore oublié comment dire des factions là à vue de nez j'ai donné en tout cas les principales, celles vraiment qui sont les plus importantes on va dire dans l'Imperium. Mais non, je crois après c'est que on va dire des factions qui sont issues de près ou de loin de l'Imperium. Pour ce qui est des factions Xenos, je crois avoir tout cité. Bon, de toute façon, au pire, au niveau de la gamme, ça me reviendra et je vous les présenterai avec plaisir.
Alors, pour ce qui est du jeu de rôle, ouais, j'ai été vraiment le plus rapide possible pour vous présenter au niveau historique, parce qu'il y aurait beaucoup à en dire, et de toute façon, je vais en redire dans la présentation de la gamme. Donc, autant pas faire doublon. Donc, le premier du genre qui est paru, qui avait fait l'effet d'une bombe, moi je sais que voilà, ça avait été un événement que j'avais suivi avec énormément d'intérêt quand c'était sorti, c'était Dark Heresy, que voici. Voilà. Il y avait eu aussi donc une version collector qui était sortie, sauf que voilà, à l'époque, c'était quand même un petit peu plus difficile de se procurer les choses aux États-Unis. Bon, c'était moins cher aussi au niveau des frais de port, ce qui fait que j'ai pas la version collector. Bon, il y en avait certaines qui étaient belles. Celle de Dark Heresy m'aurait vraiment plu, mais j'ai réussi à en avoir une autre. Je vais vous la montrer dans un instant. Et donc Dark Heresy, c'est la première proposition ludique, la première déclinaison sur les 5 que je vais vous proposer, qui nous enjoint en fait à jouer donc des acolytes, des familiers en fait d'un inquisiteur, donc de l'inquisition, qui est donc l'une des factions de l'Imperium, qui est là justement pour régler le problème des hérétiques, d'où voilà, Dark Heresy. C'est-à-dire que l'inquisiteur va en profiter pour justement envoyer ses familiers pour aller enquêter dans des endroits où il y a des choses bizarres qui se passent, où il y aurait peut-être, on va dire, des hérétiques qui naîtraient, des accointances, on va dire, maudites. Donc pas forcément qu'avec le chaos, il suffit que ce soit un culte qui soit, on va dire, dissident par rapport au culte officiel de l'empereur, et vous êtes considéré comme un hérétique. Et le plus, on va dire, éminent d'entre eux, mais qui est quand même plus ou moins qu'à l'immunité, c'est le culte on va dire, de la machine, du dieu machine, qui est donc vénéré par donc comment il s'appelle déjà, c'est toute la faction en fait qui s'occupe justement de développer toutes les technologies avec la permission évidemment de l'empereur entre guillemets, toutes les nouvelles technologies de fabriquer en fait leur armement, leurs chars, etc. Et eux ont le droit de le faire. Et bon, ils ont une part en fait un peu sombre entre guillemets dans la mesure où ils vénèrent évidemment le dieu machine plutôt que l'empereur. Donc ça jase un petit peu. Et c'est une faction qui est jouable aussi justement dans le jeu de figurines. Mais là son nom, comment dire, ne me revient pas là tout de suite, mais bon, voilà, vous voyez de qui je veux parler. Voilà, ils sont. Ah non, décidément, ça me revient pas. Bon, le nom va me revenir parce qu'il y a plusieurs noms qui se télescopent dans la tête. C'est un peu compliqué. Alors, la gamme en question donc vous propose, c'est une grosse gamme, hein, c'est celle où il y a eu le plus de suppléments qui sont parus. Donc celui-là est sorti en 2008, on l'a eu en 2012 donc en français. Ça a mis un peu le temps quand même à sortir par chez nous. Il n'y a pas eu évidemment tous les suppléments que je vais vous présenter, mais il y en a eu une bonne partie. Donc, ils avaient teasé le jeu à travers un kit de démo gratuit donc, qui s'appelait Shattered Hope. Voilà. Et il y avait eu également un scénario qui était paru gratuit qui s'appelait donc Edge of Darkness, que voici. Donc là, c'est les versions imprimées, parce qu'il n'y avait jamais eu de version. Enfin, si, il y a eu probablement des fascicules qu'on dû traîner le jour du RPG, du Free RPG Day. Et voilà. Et donc, il y avait évidemment les personnages qui étaient décrits à l'époque. Ce qui me permet d'ailleurs d'en profiter pour vous parler un petit peu du système de jeu. Tout simplement, le système de jeu, c'est le système de Warhammer que l'on connaît, plutôt deuxième édition, qui a été adapté évidemment pour ça. Donc au niveau de la feuille de personnage, vous avez des attributs donc, que sont donc la force, l'endurance, l'agilité, l'intelligence, la perception, la volonté et donc la sociabilité, hein, c'était ça, les attributs. Et donc le weapon skill, donc voilà, la capacité de tir, de mêlée, enfin de combat au corps à corps, et ballistic skill, donc la capacité de tir. Voilà, je vous mets la feuille un petit peu plus là. Et on joue à peu près sur le même principe, en tout cas pour Dark Heresy. Hein. Après, il va y avoir des variations de règles, même si tous les jeux techniquement sont compatibles en termes de règles, il y a quand même des très très hauts niveaux de différence au niveau, on va dire, du niveau de puissance. Il faut faire vachement attention. Et ils n'ont pas tous en fait exactement les mêmes règles, on va dire, au final. Ce qui fait que quand on arrive par exemple au quatrième jeu de la gamme, c'est-à-dire Black Crusade, les règles sont plus les mêmes par rapport à Dark Heresy du tout. Et donc après, ils ont en fait fait des tests, ils ont fait on va dire des expérimentations, et ils ont vu en fait ce qui était le plus intéressant au niveau du système de jeu. Donc
je vous donnerai en fait les modifications et les choses essentielles, mais dans le détail, j'irai pas dans le détail. Sachez qu'en tout cas, c'est du système à pourcentage. On a toujours des pourcentages aussi bas, en tout cas pour ce qui est de Dark Heresy. On joue vraiment des personnages de bas niveau, qui sont déjà largement plus forts qu'un humain classique, mais bas niveau quand même, hein, ça tourne autour de 30-35%. Au niveau des caracs qui sont exprimés en pourcentage, il y a toujours évidemment la dizaine qui est un facteur qui va déterminer certaines choses, donc en particulier l'initiative, le bonus aux dégâts pour la force, etc. etc. Donc ça c'est utilisé, c'est pour ça qu'il y a le cercle là qui est ici sur la feuille, c'est pour se rappeler du chiffre des dizaines qui va avoir une importance dans le jeu. Il y a donc des compétences de base que tout le monde peut acquérir, des compétences avancées que tout le monde ne pourra acquérir que si vous avez la bonne carrière, des talents spécifiques, et également généraux et de carrière, des pouvoirs psy si vous en avez, etc. etc. Voilà. Et puis donc, là on remet, on va dire, sur la deuxième partie de la feuille, comment dire, localisations en fonction, on va dire, voilà, du niveau d'armure que vous pouvez avoir. Donc voilà, ça va aller de pas d'armure à l'armure de Terminator, qui évidemment est la meilleure dans le jeu. Hein. Ouh là là, c'était même pas, comment dire, un scoop. On peut remettre évidemment ses armes. Bon, ça reste un jeu quand même assez tourné, quand même sur de combats assez violents. Et on a donc des points donc, de folie, des points de corruption, évidemment, puisqu'on peut être corrompu. Le système existe déjà, ça brille un peu. Des systèmes donc, de points de destin, des fate points, et donc c'est des points de de blessures qui vont d'ailleurs augmenter également avec l'augmentation de la carrière. Et quand les points de blessure évidemment tombent à un certain niveau, à 0 généralement, ou en dessous de 0, après on tire des critiques. On est vraiment dans la même logique que le Warhammer que l'on a connu. Voilà, donc ça c'est pour le système de jeu de manière globale. Dark Heresy, c'est le premier qui étrenne, on va dire, la chose. Donc l'innovation, c'est plutôt dans ce jeu-là, la proposition ludique qui va être donc de faire des enquêtes dans les milieux, on va dire, les plus sombres de l'Imperium, et donc d'essayer de traquer, on va dire, l'hérétique qui va qui va pas, on va dire, correctement prier auprès de l'empereur, et qui va évidemment se vouer au chaos, ou voilà, se vouer, comment dire, à des forces indicibles. Ça peut être aussi des xénos, ça peut être donc des cultes qui n'ont rien à voir, mais il y a plein de possibilités. Hein. Le jeu est quand même assez on va dire, fourni en termes de propositions d'adversaires. Il n'y a pas que la sempiternelle, on va dire, guerre contre le chaos et contre les xénos. Hein. Ça, il y aura plus certains jeux de la gamme qui se tourneront là-dessus. Donc au niveau de la création de personnages, c'était également ça qui est quelque peu on va dire son point fort, et qui va donner, on va dire, le là, si je puis dire, pour les autres membres de la gamme. C'est que déjà, donc, vous choisissez quel est votre monde d'origine. Donc vous pouvez venir d'un monde monde sauvage, Feral World, d'un monde de ruche, comme je vous disais, donc d'une spire, hein, d'une grande cité, voilà, d'un monde impérial, ou vous pouvez venir de l'espace, Voidborn, comme il disait. Une fois que vous avez choisi ça, qui vous donne, on va dire, déjà des capacités spéciales, voilà, des choses, et parce que vous pouvez choisir n'importe quelle carrière ensuite. Hein, il n'y a pas de restriction au niveau de l'origine, de votre origine, par rapport à la carrière que vous allez suivre ensuite. Après, vous allez donc choisir une carrière. Donc il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui vous sont proposées au niveau des carrières. Alors il faudrait que je retrouve les tableaux, les fameux tableaux avec les illustrations qui seront beaucoup plus, voilà, les carrières path. Voilà, c'est ça. Donc on vous donne donc évidemment votre table d'expérience pour acheter donc des points de carac, des points de tout en fait, pour acheter des talents supplémentaires, etc., etc. Vous avez donc, comme on dit, comme ça s'appelle pass, vous avez une progression qui vous est donnée en fait avec des titres en fonction du nombre en fait de points d'expérience que vous allez marquer. Vous allez acquérir en fait un certain niveau, entre guillemets, et donc techniquement, à partir en plus dans votre carrière du niveau 8, vous pouvez prétendre à vous-même devenir inquisiteur. Il y a un supplément qui permet, comment dire, aux joueurs qui sont vraiment devenus de très très haut niveau eux-mêmes de devenir inquisiteurs.
et de perpétuer en fait, on va dire, le modèle. Donc on peut jouer déjà donc un adepte. Alors l'adepte en question c'est plutôt un fonctionnaire de l'administration impériale qui donc lui voilà, va avoir va évidemment être un lettré, va être quelqu'un plutôt d'érudit, qui va avoir accès tout de même à des augmentations cybernétiques spécifiques à son rôle. L'arbitrator, donc là c'est le Judge Dredd comment dire, de l'univers de Warhammer 40 000. Donc là concrètement c'est le policier en fait, hein, le policier juge bourreau des mondes ruches ou de tous les mondes qui concrètement dès qu'il débarque ça vitrifie. Voilà, ça fait mal. L'assassin, donc ça pareil, c'est issu, on va dire, il y a un ordre évidemment d'assassins, hein, avec des différents types d'assassins dans l'Empire, des assassins impériaux. Et là, bah, ça vous permet en fait de démarrer cette carrière pour aller donc jusque dans on va dire, les hautes sphères, on va dire, de l'assassinat, mais au service de l'Empire. Donc voilà, pour être un tireur d'élite avec du matériel de fou et faire partie donc de l'officio, c'est Officio Assassinarum, je crois que ça s'appelle, avec donc plein de types d'assassins différents, avec du matériel différent. Donc voilà, il y a le Culexus, etc. Il y en a 4 ou 5 types, 4 types, voilà. Mais là, ça me revient pas, hein, c'est parce que voilà, c'est sur le vif. Le clerc, donc là, le prêtre, on va dire, donc de l'univers, qui lui donc va avoir accès surtout. Alors il a pas vraiment, je crois pas que lui ait accès à des pouvoirs, on va dire psy, je crois pas. Je n'ai plus. Mais bon, sa foi en tout cas lui donne des avantages. C'est une classe que j'ai pas trop vue, comment dire, en jeu, donc je peux pas vous en dire sur la manière dont il gonflait et dont il évoluait. Le Guardsman, donc c'est un soldat de la garde impériale, purement et simplement, qu'on va pouvoir monter comme on montrait, on va dire, quelqu'un dans la hiérarchie militaire. L'impérial psycheur, donc le psy autorisé. Donc là, oui, vous avez des pouvoirs psy, et les pouvoirs psy en plus sont puissants. Ils changent en plus au niveau des règles entre la première édition, où là ils sont assez limités. Quand on arrive à Black Crusade, c'est la folie, mais bon, c'est normal, hein, on joue des gens du chaos dans Black Crusade. Euh, Ensuite, le scum, donc la canaille comment dire, de la ruche, justement, par exemple. Donc c'est vraiment un ganger de Necromunda qu'on a chopé, que t'as dit, toi tu bosses pour moi, sinon je te pète ta tête. Le tech priest, donc voilà, c'est les fameux techno-prêtres dont je vous parlais, qui eux peuvent être un petit peu hérétiques et qui donc sont là pour, on va dire, construire les technologies. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc les techno-prêtres du culte Mechanicus, voilà, de l'Adeptus Mechanicus. Ça y est, ça me revient. Il suffisait juste que je revoie le truc et ça m'est revenu. Et voilà, et donc après on a la description des compétences, donc là voilà, la description du matériel, donc évidemment il y a du matos à viander, hein, des grenades voilà, jusqu'à la grenade Vortex, non elle n'est pas décrite, heureusement pour vous, voilà, qui est la grenade de la plus n'importe quoi, donc évidemment tous les types de plasma, de bolter, voilà, le bolter étant l'arme de base un peu du Space Marine, enfin eux ils ont leur propre type de bolter. Il y a aussi donc des armes, comment dire, des stub revolver automatiques, donc c'est des armes, on va dire, avec des balles de gros calibre, des armes laser évidemment, donc chacune évidemment a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est plutôt bien. Des armes de mêlée qui pulsent, hein, voilà, avec justement les power weapons, donc les armes énergétiques. Les armes à chaîne, hein, donc la fameuse évidemment épée tronçonneuse qu'on vous envie. Donc voilà, on rentre là-dedans, là on rentre dans le fun, là on fait de l'enquête, certes, le jeu peut être quand même assez racé, assez subtil. On peut donc avoir évidemment aussi des implants cybernétiques divers et variés. Voilà, et ça s'acquiert en fait par l'augmentation, hein, dans certaines carrières. Certaines carrières vont pouvoir avoir des options des augmentations cybernétiques. Après, donc, on vous décrit les pouvoirs psy avec donc le système spécifique. Voilà, on vous décrit donc toutes les disciplines psy, donc biomancie, divination, pyromancie, télékinésie, télépathie, etc. Et après, on vous a dit comment on joue au jeu, évidemment, avec donc dans le système de combat les fameuses tables de coups critiques, par localisation, par gravité. Voilà, et ça c'est plutôt intéressant. Donc il y a des tables explosion, les tables donc de déchirement. Bon, on n'est pas quand même dans le niveau de précision de Rollmaster, mais il y avait déjà quand même de quoi faire. Après, donc les règles de guérison, le maître du jeu,
Voilà, les conseils pour le maître du jeu, on vous décrit évidemment les sombres pouvoirs du chaos, voilà, la vie dans l'Imperium, donc on vous dit qu'on a quand même des éléments de, de background, on vous décrivent évidemment tous les ordres de l'Inquisition, voilà, donc l'Ordo Hereticus, dont font généralement partie les personnages, c'est celui-ci, l'Ordo Maleus, donc là où on tape comment dire sur les ennemis, l'Ordo Xenos on tape sur les extraterrestres, les différentes factions, les méthodes, les traditions, franchement, et on vous décrit donc là où ça va se passer, évidemment au départ, le secteur Calixis, qui va être, on va dire, chaque jeu en fait va avoir sa propre zone en fait de départ d'une certaine manière, son propre monde de départ avec la description voilà, des planètes quasiment. Vous avez une description en fait de ces planètes un peu dans le livre de base et dans les suppléments. Ils vont vous développer certaines. Voilà, donc ils vont développer par exemple Scintilla, qui est un monde ruche extrêmement florissant, et plein d'autres. Et c'est plutôt pas mal, voilà, avec aussi description de PNJ de l'Inquisition, avec leurs dessins. Les dessins sont vraiment cool, les bouquins sont magnifiques, hein. Franchement, c'est une gamme qui évidemment bénéficiait, on va dire, de toute la qualité, on va dire, éditoriale de Games Workshop, et donc il reprenait vraiment toutes les illustrations, certaines faites pour l'occasion, d'autres évidemment tirées d'autres, mais c'était surtout vraiment des illustrations faites pour l'occasion. Voilà, et la description donc après des ennemis et une aventure de départ, enfin un scénario d'introduction qui s'appelait donc Illumination, qui était en plus, on va dire, de ceux qu'on pouvait avoir gratuitement. Voilà, donc il y avait de quoi commencer très largement, le bouquin était vraiment complet sur ce point, on ne pouvait pas leur dire, il y avait même un index à la fin, et valait mieux pour s'y retrouver avec donc la feuille de personnage, c'est la même que je vous ai montré, mais avec, on va dire, en couleur pour foutre en l'air vos cartouches de l'imprimante. Donc ça, je vais les poser par terre petit à petit parce que j'en ai partout, hein, ça se voit pas là, mais je suis entouré, comment dire, de bouquins. Donc il y avait eu un écran qui était évidemment paru avec un kit du maître du jeu que je vais vous montrer rapidement. Après sur les suppléments je vais être vraiment un peu plus rapide, hein, parce que il y a de quoi faire. Donc le livre, donc le Game Master Kit, dans lequel vous aviez des petites choses supplémentaires, voilà, donc un scénario évidemment avec un background avant, et donc après on pouvait évidemment à partir de ça commencer donc un scénario avec des plans. Donc là c'était en noir et blanc, il y avait même un appendice donc avec évidemment tous les PNJ, très classique. Et donc l'écran en question, les écrans pareil étaient ça commençait, on va dire, au niveau de la mode des écrans cartonnés qui durent, voilà, dont on était en 2008, et donc l'écran était plutôt stylé, voilà, donc avec quand même réutilisation d'illustrations, voilà, celle-là c'est par exemple l'illustration du livre de base du jeu justement Inquisitor, qui est un jeu qui permettait de jouer des figurines d'une taille, on va dire, assez atypique, pour faire des confrontations justement entre personnages, on va dire, dans l'univers de Warhammer 40 000. Mais là c'était pour faire un personnage. Voilà. Mais j'en reparlerai probablement de ces jeux Games Workshop. Ça va aussi me consacrer, enfin me faire quelques vidéos où vous les présenter sûrement sur pas mal de live. Au niveau des suppléments, donc il y avait Purge the Unclean. Donc là, elle était sortie, comment dire, en français, hein, celle-ci. Voilà, pareil, ça date de 2008. Il y avait donc au départ, les suppléments sont sortis en couverture souple. Je crois qu'il y a eu des rééditions en couverture dure pour certains. Donc là, purement et simplement, c'est une petite campagne. Enfin, c'est 3 scénarios qui créent en fait une petite campagne sur le terme évidemment de la purge des vilains hérétiques. Donc voilà, là c'est un supplément scénario, j'en dirais pas plus, non il y en a même 4 en fait, excusez-moi, il y en a 4. 4 scénarios, donc enfin ils disent 3 et pourtant, donc ça veut dire qu'il doit y avoir aussi un chapitre contexte.
Oui, c'est bien ce que ça doit être ça. Parce que moi, je lisais quatre titres de scénario, mais en fait, non, c'est la description en fait, du secteur, enfin, du lieu dans lequel vont se passer les scénarios, du secteur, voilà, une description un peu plus encore précise du secteur Calixis, voilà, dans lequel on joue. The Inquisitor Handbook, oh là là, ça c'était donc un peu le Players et Game Master Guide, et dedans il y avait un truc génial, donc pareil, lui il y a encore à couverture souple, après toute la gamme sera à couverture dure. Donc fallait y faire attention parce que cela, la relure est de bonne qualité, mais par contre la comment dire couverture souple comme ça, c'est assez sujet comment dire à s'abîmer assez vite si on n'y prend pas garde. Et ce qu'il y avait surtout d'intéressant là-dedans, c'est la description d'une nouvelle classe de personnages, donc les sœurs de bataille, donc l'Adeptas Sororitas, qui concrètement là ça déséquilibrait complètement le jeu, quoi. Autant on va dire dans les carrières de base qu'ils vous proposaient, chacune avait leur intérêt. Bon, il y en avait certaines qui relativement étaient quand même assez gros billes avec le temps. Là, franchement, elles étaient largement au-dessus. Donc, c'est aussi donc évidemment une composante en fait de l'Inquisition. Ce sont donc des femmes, exclusivement des femmes combattantes, voilà, qui vénèrent évidemment des saintes extrêmement héroïques, mythiques de leur ordre. Ils sont donc dévoués à l'empereur, à l'Inquisition, et elles dépotent, voilà, pour ainsi dire. Donc voilà, les sœurs de bataille. D'ailleurs, c'est une armée, on va dire, hein, au niveau de comment ça s'appelle, du jeu de figurines Warhammer 40 000, qui est plutôt, on va dire, généralement assez connoté, très efficace. Voilà. Alors, je sais pas après dans cette édition-là spécifique, mais je sais qu'elle a été rééditée il y a peu de temps en tant qu'armée, livre d'armée et armée figurine. Et c'était plutôt pas mal. En tout cas, dans le jeu, moi je me souviens, voilà, ma femme, elle l'a encore, et croyez-moi, ça dépotait sa sœur de bataille. Voilà, et donc sinon pour le reste, évidemment, c'est des ajouts de règles, encore on va dire des choses supplémentaires sur comment dire, le secteur Calixis, etc. Il y a des règles, mais aussi du background, hein. Il y a un peu de tout. On vous propose, on va dire, vraiment énormément de choses. Ce serait mais ça c'est fait vraiment pour compléter ce qui n'était pas dans le livre de base. Et pourtant, le livre de base était déjà plutôt assez complet. Alors, Disciple of the Dark Gods. Donc là, on a un supplément avec donc une aventure, tout à fait, déjà. Et évidemment, des détails sur évidemment les forces du chaos. Donc là, comment, on va dire, plus gérer en fait les relations, on va dire, avec donc les hérétiques. Mais bon, on vous décrit également en fait pas que en fait les hérétiques du chaos. Il y a aussi, on va dire, des précisions sur les Xénos et sur on va dire donc les forces, enfin vraiment les rejetons du chaos spécifiquement. Voilà, l'ennemi intérieur et donc comment ça se passe dans le secteur Calixis. Donc là, c'est vraiment pour avoir des détails supplémentaires sur, on va dire, les ennemis à mettre dans les pattes de vos joueurs en termes donc de background surtout, et également aussi de caractéristiques, de traits spécifiques, voilà. Donc ça, c'est, on va dire, quasiment un indispensable en plus du livre de base, à peu près comme tout ce que je viens de vous montrer là, c'est assez indispensable. Purge and Clean, bon, c'est si vous n'avez pas l'occasion de faire vos scénarios. Les créatures Anathema, donc là c'est présentation évidemment de pas mal de créatures dans l'Imperium. Donc ça c'est si vraiment ça vous dit, si vous en avez vraiment besoin, en fonction évidemment d'où il vient, si c'est des créatures du chaos, des mutations, si c'est dû à des expérimentations scientifiques, si c'est des créatures qui ont survécu dans des mondes morts, etc. Ça peut être donc des vermines et des prédateurs, donc il y aura les tyrannides évidemment. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler des tyrannides. Voilà, donc ils en parleront un petit peu là-dedans. Ça fait techniquement partie des Xénos, mais c'est plus comme c'est un esprit ruche. Donc voilà, j'avais oublié de citer cette faction également, donc les tyrannides, qui sont purement et simplement ces aliens en version armée Warhammer 40 000 avec donc un esprit ruche. Enfin, c'est un mix entre on va dire les xénomorphes d'aliens et les créatures, on va dire, dans Starship Trooper. Voilà, vous mêlez un peu les deux et ça fait les tyrannides. Voilà, donc tout ça c'est là-dedans. Bon, ça c'est pareil, c'est plutôt optionnel selon moi.
Donc, The Radical Handbook, donc là, des nouvelles règles de carrière, on va dire, plutôt pour faire des anti-héros. Donc là, c'est si vous voulez vous tourner vers la voie, on va dire, de l'hérétique, c'est là-dedans qu'il faut aller piocher. Donc là, ça change évidemment un peu la couleur de la campagne. C'est vous qui voyez. C'est une possibilité qui vous est donnée. Et donc, ou sinon, on peut évidemment les utiliser en tant que adversaire, évidemment. Mais c'est aussi à destination des PJ. Donc voilà, de quoi devenir vous-même un hérétique d'aller faire un petit peu vos preuves dans l'Imperium en étant un petit peu un indépendant, de près ou de loin, ou un repenti, on ne sait pas trop. Tout est permis. Ascension, le supplément dont je vous parlais, qui lui, voilà, c'est là on est devenu bien gros bill, on est à un niveau de carrière, donc 8, hein, comme je vous le disais. Et là on a la possibilité, purement et simplement, de devenir un inquisiteur. Donc on vous décrit tout le système là-dedans. Pour devenir donc voilà, un inquisiteur, et donc du coup les ennemis que vous allez devoir vous fader, qui eux seront évidemment à votre niveau. Donc là, oh là là, c'est voilà, avec des nouveaux pouvoirs psy. Voilà, et des adversaires eux aussi, donc que vous pourrez upgrader, on va dire, eux aussi, avec les systèmes qui sont là-dedans. Donc voilà, il y avait les adversaires de base qui étaient décrits dans les autres suppléments. Bah là, vous avez de quoi en fait leur donner aussi de l'expérience. C'est plutôt sympa. Et donc avec un système également d'influence et de réputation, de richesse et de pouvoir en fait dans l'Imperium. Par rapport évidemment au fait que votre personnage est devenu extrêmement puissant, important. Donc évidemment, on va mesurer quelque peu son niveau de popularité, de réputation, de richesse, etc. Blood of the Martyrs, au pluriel. Pareil, encore de nouveaux éléments, de règles, de background, de carrière alternative. Ils en avaient quand même fait pas mal dans le. Et comment dire, un ajout supplémentaire de background. Donc il y avait dans l'Inquisitor Handbook toute la description de la carrière de sœur de bataille. Là, vous avez tout le BG en fait qu'ils n'ont pas pu mettre dedans, qui est développé dans ce supplément. Voilà, donc là c'est un supplément plus encore pour jouer vraiment à fond un groupe de sœurs de bataille, si vous voulez vraiment faire du monomaniaque, et ça peut être super intéressant d'ailleurs de jouer un groupe de sœurs de bataille. Book of Judgment, encore des nouvelles règles, des carrières, des équipements pour les alcooliques, les acolytes. Ma langue a fourché, mais ouais, ils sont un peu alcoolos quand même. Pour pouvoir tenir, à mon avis, ils doivent picoler, hein. Vu tout ce qu'ils doivent subir au jour le jour. Et donc des informations là sur l'Adeptus Arbites, donc l'ordre justement de l'une des carrières. Donc là c'est l'Adeptus Arbites, c'est ceux qui s'occupent évidemment de la gestion de la milice, de la police en fait sur les mondes. Donc là vous avez on va dire des précisions en fait uniquement sur cet ordre là, qui donc est l'une seulement des carrières possibles dans le. Voilà, c'est les Judge Dredd de l'espace, comme je vous le disais. Et donc tout est développé là-dedans. Et enfin, le dernier supplément que j'ai pas toute la gamme en détail. Il me manque des scénarios. Voilà, il y a une trilogie en particulier qui est très très intéressante, qui s'appelle la trilogie des Harlock. Je crois que c'est ça, ouais, c'est la trilogie des Harlock. Qui est aussi, on va dire, plutôt d'un certain intérêt, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter puisque je faisais mes scénarios moi-même, hein, pour Dark Heresy. J'ai jamais quasiment utilisé de scénario du commerce. C'est assez facile, hein, quand on connaît de toute façon l'univers de Warhammer 40 000, de faire ces scénarios soi-même. Donc Demon Hunter, donc là pour vous être au service, comment dire, de l'Ordo Malleus. Donc là vous allez combattre, comment dire, du démon du chaos. Ça va être assez grand. Voilà, donc là c'est pareil, un supplément spécifique pour vous donner, on va dire, un focus sur un des aspects. Donc voilà, plutôt que de combattre des hérétiques humains, là vous allez combattre du démon du chaos, et ça va saigner, si je puis dire. Voilà. Et donc du coup vous avez la description, comme vous pouvez le voir aussi, de l'ordre, donc ce qu'on appelle, donc c'est les loups gris, hein, je crois, les Grey Wolves, oui c'est ça, qui sont en fait les Space Marines de l'Inquisition, pour simplifier. Voilà, et donc il y a des informations évidemment là-dessus.
Et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter pour Dark Heresy, c'est la deuxième édition, puisqu'il y avait eu une deuxième édition. Donc la deuxième édition, elle datait de 2015, je crois, ça doit être ça. Dark Heresy 2014, voilà, janvier 2014. Elle n'est jamais sortie en français, évidemment. Donc là, c'était surtout une refonte niveau règles, hein, parce qu'on avait quand même le même jeu. Voilà. Globalement, il y avait quelques petites modifications qui étaient en fait des reprises de ce qui avait été fait dans les autres gammes. Euh, le bouquin est très très beau également, hein, vous pouvez le remarquer qu'il y a des choses vraiment, vraiment magnifiques. Tout couleur pareil, plus sombre, hein, au niveau de la manière dont. Enfin, de la. Comment ça s'appelle, du layout, du fond, qui est vraiment, on dirait, un vieux bouquin parcheminé, plutôt sympa, avec des illustrations elles aussi qui sont quand même plutôt sympas. Voilà, de toute façon, vraiment les bouquins, ils sont vraiment tous très très beaux, comme je vous le disais, hein, il n'y a pas de doute. Mais donc c'est le même jeu, celui-là est peut-être encore trouvable, comme l'édition française, je crois que d'ailleurs par contre ça doit être un peu cher à trouver. Voilà, donc ça c'était pour Dark Heresy, j'en ai fini avec lui, et maintenant je vais vous parler, toujours en ayant évidemment raccroché la table et fait trembler la caméra, j'en suis désolé, du deuxième de la gamme, Rogue Trader. Que voici, que lui, par contre, alors, là où Dark Heresy, je l'avais maîtrisé, on va dire, avec grand plaisir, Rogue Trader, j'en ai vraiment fait une campagne. Donc là, celui-ci, je le connais vraiment bien. Rogue Trader, c'est pas que je le connais mal, mais on va dire, je l'ai vraiment bien. Celui-là, voilà, on a fait des parties mythiques sur Rogue Trader. Donc là c'est vraiment la proposition ludique qui est la plus intéressante de toutes. À mon goût, hein, c'est celle qui offre vraiment le plus de possibilités aux joueurs, puisque le principe, donc, il existe dans le monde de Warhammer 40 000 des familles nobles qui sont dépositaires donc, de ce qu'on appelle donc, une patente, quoi, une warrant of trade, un permis, si je puis dire, d'aller dans les confins de l'univers pour aller donc échanger avec des peuples et trouver des débouchés commerciaux. Et évidemment, eux gagner de la thune, c'est des marchands, c'est des libres marchands. Rogue Trader, c'est libre marchand. Techniquement, on pourrait traduire ça de cette manière. Et donc, ils ont un vaisseau, un équipage, et on vous propose de jouer le Rogue Trader et tout son équipage avec son vaisseau. Et ça, c'est la proposition ludique, je pense, la plus intéressante et la plus forte de toute la gamme. Qui offre vraiment le plus de possibilités en plus en termes de scénario, voilà, d'inventivité et d'utilisation surtout du background de Warhammer 40 000. Et moi, je le trouve vraiment super, super sympa. C'est vraiment celui qui avait eu le plus de succès, on va dire, à ma table de jeu. Alors, au niveau de Rogue Trader, ils avaient fait également un livret d'introduction. Je vais vous montrer ça. Donc, ça c'est également. Il est où mon Rogue Trader? Drydock, ça doit être celui-là. Que je mette pas tout complètement le cul en l'air, sinon ce serait quelque peu dommageable pour vous montrer au moins les personnages. Donc il y avait eu un livret comme ceci avec un scénario gratuit, hein, donc qui s'appelait Drydock. Voilà, et on vous proposait évidemment des personnages. Les voici. Donc là par exemple c'est le Rogue Trader, par exemple. Donc c'est des personnages en plus prétirés qu'on a utilisés, hein, on les a après recopiés et développés. Voilà, là par exemple on a aussi le fameux le sénéchal, le missionnaire, donc voilà, l'arc militant qui a été joué à ma table, voilà, le Void Master, etc. Donc qui lui est le spécialiste en armes. Et il y avait aussi un autre scénario gratuit d'introduction qui était paru, qui s'appelait Dark Frontiers. Ceux-là, normalement, ils sont encore trouvables, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est peut-être sûrement encore possible de les trouver avec voilà. Bon, ça va peut-être pas forcément être évident, puisque là, la licence FFG, je ne l'ai plus, puisque donc c'est FFG hein, qui faisait paraître toute cette gamme autour de Warhammer 40 000. Et normalement, ils ont perdu les droits jusqu'à preuve du contraire, puisque de toute façon, le jeu est passé dans le giron et qu'ils ont fait un autre jeu de rôle qui, lui, par contre, je ne vous le conseille pas du tout. Ça n'a pas l'air du tout d'être intéressant comparé, on va dire, à la qualité, comment dire, de celui-là. Le nouveau, en plus, je crois qu'il a été traduit en français.
je suis complètement passé à côté. Ça m'a un peu, même pas trop interpellé parce que voilà, c'est franchement ça. Et d'ailleurs, je me suis pas trompé. Hein, le jeu a été purement et simplement un échec, hein, que ce soit en VO ou en VF. Voilà. Donc, Rogue Trader, vraiment on va dire une force de proposition ludique. Voilà, je vous montre la version collector signée numérotée et à mon nom, parce qu'elle est à mon nom. Voilà. Donc je suis officiellement un Rogue Trader dans l'univers de Warhammer 40 000. Il disait hein, que tous ceux qui avaient souscrit pour justement les versions collector, normalement ils avaient possibilité d'avoir un PNJ à leur nom dans la gamme. Alors je ne l'ai pas vu, mais voilà, donc c'est bel et bien dédicacé, comment dire, à mon nom. Vous avez pu le voir, Magna Magister, Alexandre, c'est moi. Voilà, avec donc une version collector qui est donc dans le coffret, hein, comme ceci. Il fallait ouvrir et qui était vraiment de toute beauté. Bon, évidemment, je ne l'ai jamais trop utilisé parce que bah, voilà, les doigts gras sur un bouquin collector de cette qualité, vous imaginez que c'est pas une bonne idée du tout. Donc il y avait, comme je vous disais, eu un collector pour chacun des jeux. Hein. En tout cas jusqu'à Black Crusade, c'est à peu près sûr. Donc voilà, avec des attaches vraiment particulières comme ceci, ça fait vraiment journal de bord en fait d'un capitaine de navire. Ce qui est un peu le but. Alors donc, dans ce jeu, comme je vous disais, vous allez pouvoir donc former votre équipage. Donc chaque membre de la table, chaque joueur de la table va jouer un membre d'équipage. On vous donne donc la possibilité de jouer un Rogue Trader, mais également au niveau des autres membres d'équipage. Donc l'arc militant, le spécialiste en fait de la défense, des armes, de l'abordage, bref, voilà, le gros malade des armes, un astropathe évidemment dont vous aurez besoin pour aller dans le warp, l'explorateur, évidemment aussi une carrière extrêmement utile dans ce contexte, le missionnaire, donc lui c'est un peu le garant de la doctrine religieuse impériale, le navigateur, voilà, qui lui va permettre au vaisseau d'aller dans la bonne direction, si je puis dire, même si l'astropathe fait beaucoup de boulot. Le sénéchal, qui lui va plutôt être celui qui va gérer, on va dire, tout ce qui est le scribe, le comptable, le commercial, il fait un peu tout ça. Donc voilà, c'est l'érudit en fait qui va lui gérer les comptes. Le Void Master, donc lui, ça va être plutôt le spécialiste en pilotage. Donc ça, c'était le personnage qu'avait joué par exemple mon épouse. Et qu'il avait bien développé d'ailleurs, parce que elle avait tellement, ils avaient tellement gagné de thunes qu'il lui a carrément acheté un chasseur Eldar qui donc pouvait en plus voyager dans la toile, non pas dans le warp, parce qu'il y a également aussi donc, ce qu'on appelle la toile, qui est en fait une version du warp qui a été développée, si je puis dire, par les Eldar et les Eldar noirs pour pouvoir voyager de manière plus safe, plus sécurisée dans le warp, qui leur a été bien utile d'ailleurs. Bon, ils en abusaient pas, hein, mais bon, elle l'a encore d'ailleurs. Mais bon, maintenant, tout mon équipage d'ailleurs de Rogue Trader, ils sont tous passés au chaos. Hein. Ils en ont eu ras-le-bol. Ils se sont dit, oh, bah allez, au chaos. Et ce qui m'a permis de continuer avec Black Crusade. Donc en dehors de ces classes de base, donc vous avez aussi la description du matériel. Donc là on est pareil, le niveau on va dire de puissance des personnages a monté d'un coup hein, sur Rogue Trader. Les personnages sont vraiment gros billes. Là on est vraiment sur un haut niveau déjà et c'est déjà pas mal, mais bon vous allez voir ça peut aller encore plus loin. Et donc, on a aussi donc, la description des pouvoirs psy, des pouvoirs de navigateur, donc la construction du navire. Donc, ça c'est basé en fait sur deux principes, deux vases communicants en fait à la base. Vous avez les points de création d'une part et les points en fait de profit. Ce qui veut donc dire que vous devez, c'est sur 90 et donc vous devez choisir le nombre de points de construction que vous allez utiliser pour créer votre vaisseau et le nombre de points de profit que vous aurez. C'est-à-dire que si vous commencez avec un vaisseau très très puissant, vous n'allez pas gagner une thune en clair et ça va être dur on va dire d'améliorer et de faire la maintenance en fait de votre vaisseau et de l'équipage, etc. Par contre, si vous avez un vaisseau qui est plus petit,
avec moins d'options, etc., eh ben, vous allez pouvoir gagner quand même plus d'argent et donc l'augmenter techniquement plus vite. Donc c'est un choix à faire dès le départ. Donc on vous propose de choisir évidemment quel est votre coque de vaisseau de base. Et après vous allez pouvoir y mettre évidemment plein d'améliorations. Vous avez obligatoirement une complication. Donc, par exemple le vaisseau de mes joueurs, ils avaient une IA complètement cinglée qui pilotait le vaisseau, qui était en plus voilà, qui avait une relation assez bizarre avec le Rogue Trader, puisque en fait c'est des vaisseaux familiaux hein, qui se passent de génération en génération, donc voilà, de vaisseaux de ce genre. Ils ont quand même un design qui est très particulier, mais que moi je trouve franchement bien fichu, quoi. Ça fait vraiment des vaisseaux cathédrales gothiques, ils sont très sympathiques, voilà, toujours un peu dans ce genre-là, et c'est vraiment très sympa. Donc on a le côté jeu de rôle, le côté donc d'émissions, d'exploration, de rencontres, de commerce, voilà, de découvertes. Et également donc le côté gestion avec le vaisseau, le côté également aussi donc du coup combat spatial. Donc là il y a là-dedans des règles de combat spatial, ce qu'il n'y avait pas dans Dark Heresy, voilà, des règles de combat spatial alors que je trouve plutôt simples et bien fichues. En tout cas ça permettait de faire des choses de la manière la plus simple et pas trop prise de tête qui soit. Voilà, donc là on a vraiment, je pense, vraiment le meilleur de la gamme. Bon, avec aussi, j'en ai un autre qui m'est vraiment très cher, c'est Black Crusade, et je vais y venir dans un instant. Alors, ensuite, il y avait un écran évidemment, donc là je vous montre avec toujours son livret avec un scénario hein, normalement. Donc, ah oui, non, c'est le guide de référence du MJ. Dans celui-là, il n'y avait peut-être pas de scénario. Je vais regarder ça, mais de toute façon, comme je vous dis, là, les scénarios, j'ai encore tout fait moi-même. Donc là, Rogue Trader, on reprend l'image l'image de la couverture. Et donc, ouais, non, là, il y a. Si, il y a un scénario, vraisemblablement. Oui, il y a un scénario, mais il y a aussi des. Donc, il s'appelle State of Decay. Et ensuite, il y a, ou alors c'est des descriptions si c'est un scénario hein, avec des descriptions, voilà, des descriptions de lieux, de background, une station spatiale par exemple, et également aussi les vaisseaux, comment dire, dans le lieu. Donc à la fois on vous décrit le lieu, mais on vous propose aussi des situations et un scénario entre guillemets. Voilà, mais bon, ça, c'est un peu dans l'esprit du jeu. Hein. On est dans cet esprit un peu libre, justement, plus bac à sable en fait que scénario vraiment linéaire, comme on pouvait en avoir dans Dark Heresy. Enfin, de moins, c'est mon opinion et mon humble avis sur la question. Alors après, au niveau des suppléments. Alors, comme d'habitude, hein, les livres de base sont vraiment très complets. Donc, ce qui vient par la suite, c'est du bonus. Donc, Lore of the Expanse. Donc là, c'est un recueil de 3 scénarios, purement et simplement. Donc là, c'est pour vraiment se mettre le pied à l'étrier. En plus, donc, des scénarios qui vous sont proposés, qui sont gratuits. Donc, il y avait Dry Dock, qui était un supplément sur comment s'appelle sur on va dire des règles supplémentaires de construction de vaisseaux, mais il y avait aussi donc Forsaken Bounty qui était donc un scénario d'introduction, le scénario d'introduction que je vous ai montré, et Dark Frontier aussi, donc voilà. Donc ça c'était des trucs gratuits qui étaient disponibles justement dans la gamme, voilà, mais qui, je pense, aujourd'hui, malheureusement, ne doivent plus être trop... voilà. Bah, tiens, j'ai retrouvé aussi comment ça s'appelle les errata de Dark Heresy. Mes papiers étaient un petit peu mal rangés, j'en suis désolé. Mais bon, c'est pas évident de tout ranger correctement. Voilà, il y avait eu une publication d'errata, je l'avais fait aussi imprimer. Voilou. Alors, je vais refaire ça là. Bon, tant pis, je rangerai après. Hein. Mais bon, c'est la manie du rangement. Donc, le recueil de scénarios, comme je disais. Donc, Lore of the Expanse. Ensuite, il y a Age of the Abyss. Qui là, c'est la description donc du lieu, comment dire, où se passe au départ toute la comment s'appelle le contexte de base en fait de Rogue Trader, qui est donc le Coronus Expanse.
Voilà, avec le Coronus Passage. Donc là, on vous décrit un petit peu plus encore le BG en question. Et on vous donne plein d'idées d'aventures, des pistes en fait de campagne, etc. Donc voilà, c'est un. Et il y a également une aventure complète qui s'appelle comment? Je regarde dans le parce que je ne m'en souviens plus. Ça doit s'appeler donc Vault of the Forgotten visiblement. Et donc voilà, on vous décrit évidemment les planètes et les phénomènes spatiaux d'intérêt, les rivaux et autres ennemis, les rogue traders, je vais dire fameux, traduction un peu facile, les rogue traders célèbres de la région, et donc après un scénario. Voilà, donc ça c'est pour lancer la campagne si on va dire vous n'avez pas pu le faire par vous-même avec le livre de base. Into the Storm, des nouvelles carrières supplémentaires. Donc là, on vous propose en plus de jouer donc le Freebooter Orc, qui est lié au Rogue Trader, donc un peu le corsaire orc, et donc le mercenaire croûte. Donc voilà, c'est deux classes supplémentaires. Je les ai jamais utilisées celles-là parce que je trouvais ça un peu bizarre. Plus du nouveau matériel. Voilà, donc en particulier si vous voulez avoir vraiment du matériel de malade que vous pouvez vous procurer. Moi je sais que mes joueurs ils s'étaient procuré des armures Terminator. Bon, évidemment c'était pas des vrais, c'était elles étaient pas mal quand même, elles étaient proches de la vraie, mais évidemment il faut qu'elles soient portées par un véritable Space Marine pour qu'elle ait sa pleine efficacité. Donc ils avaient une belle armure, mais voilà, ils faisaient leur malin avec leur armure Terminator. Bon certes ils avaient de quoi quand même, ça reste voilà. Et donc là-dedans il y a plein de matériel supplémentaire. Genre comment vos road traders utilisent du matériel tombé du camion de l'Adeptus Astartes pour faire les gros bills dans les quatre coins de l'univers. Et donc des précisions aussi sur les astropathes et les navigateurs. Donc c'est plein de propositions de règles supplémentaires, de classes de personnages, de quoi les développer. Battlefield Coronus, donc on est encore on va dire sur la description en fait du Coronus Expanse. Et donc des nouvelles règles pour développer évidemment ses propres améliorations de vaisseaux spatiaux, et la description en fait des plein de vaisseaux en fait des différentes flottes de guerre qu'il y a justement dans le Coronus Expanse, plus des règles pour donc des vaisseaux ennemis pour les introduire évidemment dans notre campagne et pouvoir avec les règles présentées les améliorer, les modifier, etc. Donc il y a de quoi faire aussi là-dedans, sachant que dans le livre de base il y avait déjà énormément de choses qui étaient largement suffisantes. Hostile Acquisitions, qui est un supplément. Donc là c'est sur en fait on va dire la politique, les lois, on va dire l'aspect on va dire plus légal dans le secteur Coronus, avec des nouvelles carrières aussi. Donc il y a le swashbuckler, donc le combattant en fait, voilà, le duelliste, le Cold Trail Broker, le River et le House Operative. Donc autour évidemment toujours de cette thématique évidemment de la loi et du code des rogue traders et de tout ce qui est évidemment corpus de règles et de lois autour on va dire des activités des rogue traders. Voilà. Donc là tout est techniquement décrit là-dedans, en plus d'une origine supplémentaire qui est ce qu'on appelle la Nemesis. Et ça je m'en souviens pas parce que je l'ai jamais utilisé. The Navis Primer. En fait, c'est vrai que j'ai acheté plein de suppléments pour Rogue Trader et je les ai assez peu utilisés en fait, parce que le livre de base était très largement suffisant pour pouvoir mener ma campagne. En fait, j'ai jamais eu trop à les utiliser. C'est pour ça que je les connais pas énormément. Mais bon, je me souviens ce qu'il y a dedans ça me revient pour justement, on va dire, agrémenter la campagne. Donc, on allait piocher quelques éléments par-ci par-là. Alors, donc, The Navis Primer, donc c'est des règles supplémentaires évidemment pour l'astropathe, donc avec des nouvelles versions disciplines d'astropathe, donc le Void Frost et le Soul Ward. Il y avait également une carrière nouvelle, donc le Weird Boy Orc, donc pour jouer l'orc
l'orque, comment dire, qui fait un peu de la science étrange, hein, qui fait du bidouillage particulièrement dangereux, mais qui peut faire des choses sympas. Pareil, donc on continue à décliner sur les orques qui peuvent rentrer dans votre équipage. Ça peut être rigolo, entre guillemets. Enfin, je sais pas si ça peut aller très très loin. Avec des pouvoirs du warp, des carrières alternatives, et on va dire des avances d'élite déjà, pour vraiment si vos personnages arrivent à un certain niveau. Pour donc les classes d'explorateurs surtout. Voilà, parce que là c'est un peu, on va dire, le supplément sur les classes explorateurs et donc navigateurs et astropathes. Et enfin, The Soul River. Et donc là c'est une aventure où justement on vous propose, c'est vraiment, moi elle m'avait vraiment intéressé. Celle-là je l'ai utilisée, par contre j'ai utilisé le background qu'il y avait dedans. Parce que ça vous introduit en fait les Dark Eldar. Et donc on peut d'ailleurs avoir aussi des nouvelles carrières, donc les Dark Eldar Kabbalit Warriors. Bon, moi c'était un peu les ennemis en fait de mes PJ, donc c'est pas trop, mais bon. Voilà, c'était techniquement possible, on les avait en termes de stats et en termes de PJ optionnels. Franchement, là j'ai un peu de mal. Voilà, voilà, c'est donc, oui, le guerrier Kabbalite Eldar Noir, si ça vous dit. Voilà, l'illustration est quand même plutôt sympathique. Voilà, et donc j'avais, comment dire, seulement acheter pardon, ces suppléments pour la gamme. Il y en avait quand même pléthore, hein, donc voilà, il y a certains scénarios où j'avais fait un petit peu l'impasse, si je puis dire. Alors, que je m'y retrouve dans mes papiers. Donc, le troisième dont je vais vous parler, c'est vrai que j'avais oublié de vous donner la date pour Rogue Trader. La date à laquelle il est sorti, je crois que ça doit être 2010, si mes souvenirs sont bons. Je vais revérifier ça. Tac. 2009. Il est sorti en 2009. Ouais, ils en avaient sorti à peu près un tous les ans. C'est un rythme d'un tous les ans. Je pensais que c'était un tous les 2 ans. Et non, il y en avait eu un quasiment tous les ans jusqu'à la fin de la gamme, donc avec Only War. Alors, celui d'après qui vient dans la liste, évidemment, c'est celui qui nous avait fait, qui a fait couler le plus d'encre, c'est évidemment Deathwatch. Alors, qu'est-ce que la Deathwatch ? C'est une organisation également au service de l'Empire qui rassemble en fait l'élite de l'élite de tous les Space Marines, de tout l'Adeptus Astartes, pour créer en fait un corps spécial qui va concrètement aller dépoter, on va dire, du Xenos, de l'hérétique, du chaotique. En fait, là, on rassemble vraiment voilà, l'élite de l'élite de tous les chapitres pour aller toncer. Donc là, on rentre dans un niveau de jeu qui est encore supérieur, puisqu'on va tous jouer des Space Marines. Pas forcément donc du même chapitre, on va pouvoir même créer son propre chapitre pour pouvoir créer son PJ, c'est possible, hein, les règles sont offertes dans les suppléments. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs à l'époque, on n'a pas trop joué au jeu, mais on l'avait pourtant bien préparé pour pouvoir le tester et y jouer. On n'avait jamais eu l'occasion de le faire, peut-être parce que voilà, jouer à Rogue Trader c'était quand même beaucoup plus intéressant. Il y avait eu donc également son scénario de base qui vous était proposé. Donc Deathwatch c'était Final Sanction, le scénario qui était proposé, voilà, ici présent, avec donc, comme d'habitude, ces personnages pré-tirés. Donc voilà, il y en avait pareil pléthore, hein, donc vous aviez un Blood Angel, un Storm Warrior, un Ultramarine évidemment, encore un Ultramarine, hein, c'est les plus nombreux, un Space Wolves et un Dark Angel, voilà, qui vous était proposé comme personnage. Donc là le niveau, on a des caractères donc, qui sont à plus de 40% de base, voire même à 50%. En termes de technique, donc on a évidemment une armure de Space Marine, tous les implants du Space Marine, des
classes en fait, enfin des carrières qui offrent en fait plus des spécialisations en termes de, on va dire, de carrière de personnage. Voilà, donc il vous propose, donc en plus, donc on choisit évidemment son chapitre de base, où donc de base on vous propose de jouer donc les chapitres que je vous ai nommés là ici. Donc il y a les Black Templars, les Blood Angels, les Dark Angels, les Space Wolves, les Storm Wardens et les Ultramarines. C'est les chapitres de base. Après il y en aura encore en plus dans les suppléments. On vous propose donc dans les carrières le Marine d'assaut, évidemment, le Deathwatch Devastator, donc voilà, avec ses grosses armes qui font mal, qui font boum, paf, pif, paf. Le Deathwatch Librarian, ouais, là on est vraiment quand même dans la démesure au niveau du gros bill, hein. Mais d'où l'intérêt du jeu. Est-ce qu'elle est vraiment, voilà, est-ce que le jeu a vraiment de l'intérêt? Il a existé en plus, hein, il a été traduit en français, hein, normalement. Si mes souvenirs sont bons, oui, normalement Deathwatch il a été traduit, hein. Le Tactical Marine, évidemment, donc le Marine tactique classique, le Tech Marine, voilà. Et ça, c'est donc pour ce qui est proposé de base. Là, on est tellement dans la démesure que on combat plus seulement un ennemi. C'est en fait, les personnages ont vraiment la possibilité de combattre des hordes d'ennemis. Donc en fait, il les tue par paquet. Il les tue en masse, si je puis dire. Et c'est ça qui est, on va dire, assez jouissif dans le jeu. C'est vraiment assez gros build, ce qui est donc assez problématique parce que si on fait que ça concrètement, le jeu va perdre son intérêt. On va faire que de la campagne, de la campagne militaire. Il va y avoir très peu de scénarios, on va dire, d'enquête, d'interaction sociale. Ça c'est pas trop fait pour, on va dire. Donc là c'est vraiment le défouloir gros bill, mais il est bien fait, il n'y a pas de doute. Si vous aimez ça, franchement, voilà, Deathwatch, c'est jouissif, on est bien d'accord. Ce qui veut donc dire que le jeu, en clair, il faudrait peut-être le coupler en fait avec justement Dark Heresy. Donc l'équipe de Dark Heresy va aller faire, comment dire, son enquête. Et après, une fois qu'ils ont trouvé, comment dire, le poteau rose ou le gros monstre, ils se barrent en courant et ils appellent les Space Marines. Allô, débarquez. Et donc là, ils jouent en fait leur personnage Space Marine qui débarque pour défourailler, on va dire, le monstre ou les ennemis qui ont été détectés. On peut jouer un peu plus dans cette optique. À la limite, ça devient beaucoup plus cohérent. À la mesure où Dark Heresy, ils font des enquêtes, ils sont très forts, mais dès qu'ils commencent à voir les ennemis, ils se font décheniller, hein, si on dose pas bien, ils sont pas de taille du tout. Alors que là, eux, ils sont de taille et on peut vraiment faire des scènes de combat épiques extrêmement intéressantes. Voilà. Donc, c'est mon avis sur la question. Mais bon, comme je vous ai dit, le bouquin est beau, c'est très bien fait. Mais voilà, ça limite quand même au niveau de la proposition ludique dans la mesure où c'est quand même gros bill, hein, faut quand même le reconnaître, hein. Voilà. Donc le bouquin en question était sorti, donc pour lui c'était 2009, hein, et là c'est 2010 évidemment. Donc il y avait eu aussi une version collector que je n'ai pas pu me procurer mais qui a l'air vraiment d'un coffret, comment dire, métallique. Avec donc évidemment un cerveau skull dessus, un cerveau quoi, voilà, vous me comprenez, c'est un cerveau métallique en fait, comment ça s'appelle, un servant, servant skull, je crois que ça s'appelle comme ça en VO, je sais plus comment ça s'appelle en VF. Donc l'écran que voici, plus un livret. Alors, est-ce qu'il y a réellement un scénar à l'intérieur? Je ne crois pas. Je ne sais plus s'il y avait un scénario. Y a-t-il vraiment besoin d'un scénario? C'est surtout des descriptions en fait de lieux en fait que vous pouvez utiliser. Voilà, des planètes en fait que vous allez pouvoir joyeusement aller vitrifier en débarquant avec vos véhicules, voilà. Donc il y a de quoi en fait évidemment en faire des scénarios, mais c'est plus une proposition de cadre, de bac à sable, autre chose, ce qui correspond bien en fait aussi à la proposition ludique de Space Marine, de Deathwatch, évidemment. Mais voilà, c'est
c'est particulier, mais c'est jouissif. Hein. Rites of Battle, des règles supplémentaires pour créer donc son propre chapitre, elles sont là-dedans. Et également pour proposition ludique vachement intéressante et intelligente, jouer ça. Voilà. Donc si vous voulez jouer, comment dire, donc il y a toute la description des véhicules, évidemment, les Land Raiders, Land Speeder, etc. Mais possibilité également donc de jouer, donc il y a les Imperial Fist qui sont proposés, mais on vous propose également donc de jouer cette grosse chose là. Donc voilà, c'est assez, voilà, si vous imaginez, vous jouez ça comme PJ. Donc c'est l'esprit d'un Space Marine qui a été sauvé, qui a été mis donc dans le corps donc d'une machine dont le nom, comment dire, ne me revient pas là. C'est terrible. Je tourne autour du pot pour essayer de retrouver le nom de cette chose. Ça va me revenir. Les Imperial Fist, hein, donc évidemment, qui sont donc un chapitre supplémentaire. Voilà, les chapitres successeurs aussi que vous pouvez jouer. Il y en a plein, hein, donc là, je vous renvoie, on va dire, aux règles. Et donc de quoi jouer ce fameux Gros Bill de chez Gros Bill, dont le nom m'échappe toujours, c'est terrible. Je sais que voilà, il y en a plusieurs niveaux, il y en a même qui sont psy, hein, qui sont ce qu'on appelle des archivistes. Mais ça ne me revient pas. Le Dreadnought, voilà. Oh, purée, franchement, j'ai le cerveau en purée aujourd'hui, je suis désolé. Donc voilà, le Dreadnought qui est possible à jouer c'est voilà, c'est la démesure. Là, on n'en jetez plus, c'est arrêtez tout. Donc voilà, des règles supplémentaires. Et franchement, les règles pour créer son chapitre, par contre, sont très très bien. Voilà, c'est vraiment la chose. Je pense que s'il y a des fans de Warhammer 40 000, des Space Marines, ils ont de quoi, comment dire, vraiment se faire plaisir. Et je pense que c'est ça qui est très important. Alors, Mark of the Xenos, donc des nouveaux challenges pour vos Space Marines qui n'en avaient pas assez, donc des nouveaux traits de créatures de horde, hein, puisque donc, comme je vous disais, il est tue par paquet, donc on fait des hordes, donc des hordes de démons, des hordes de tyrannides, des hordes d'orques, bon, ils vont tout défoncer. Voilà, description donc des tyrannides plus précisément et des taux, voilà. Là-dedans pour justement offrir des nouveaux trucs à viander à vos Space Marines qui s'ennuient sinon. Le supplément ensuite First Funding. Donc on vous décrit d'autres chapitres. Donc là-dedans il y a les Iron Hands, les Raven Guard, les Salamander et les White Scar, voilà, qui sont décrits là-dedans. En plus, on fait le tour en fait, hein, de tous les chapitres un peu iconiques du jeu dans la gamme, et voilà, ça, je pense que c'est plutôt sympa. Plus de l'équipement supplémentaire, voilà, de l'équipement un peu relique, un peu que vous pouvez évidemment choper pour aller encore plus tatane des gens déjà que vous ne pouviez pas le faire avant suffisamment. Là, franchement, ça va atteindre un certain niveau. Honor your chapter, honor the chapter, pardon. Donc là, on vous décrit dans celui-ci des nouveaux chapitres Space Marine, donc les Crimson Fist, les Blood Raven et la Legion of the Damned. Voilà, qui sont aussi des chapitres, surtout la Legion of the Damned, qui est extrêmement connue et appréciée des fans. Donc on vous décrit également aussi des reliques, voilà, et également donc puisque donc le jeu, c'est vrai, j'avais oublié de le dire, se passe aussi dans son cadre spécifique qu'on appelle donc le Jericho Reach. Et donc là, on vous décrit encore des choses supplémentaires justement sur le Jericho Reach. En plus, donc, des nouveaux chapitres, des reliques qui tapent les genoux, etc. etc. The Emperor's Chosen. Alors là, on vous propose d'avoir une histoire, comment dire, justement de la section Deathwatch du Jericho Reach. Voilà, avec les vétérans de Battle Brothers. Là, on vous propose évidemment de devenir un vétéran kill team de la Deathwatch. Donc là, c'est si vous atteignez, comment dire, un niveau d'expérience déjà qui était déjà énorme. Bah, si vous atteignez encore un niveau plus énorme, là, vous avez de quoi faire un Space Marine d'élite parmi l'élite. Là, c'est même plus la démesure, on est quasiment dans le niveau divin, ou pas loin, mais le jeu peut aller très très loin, hein. Très sincèrement, ils arrêtent jamais, hein. Voilà. Et enfin, le dernier supplément que j'ai pu acquérir pour la gamme, de Achilles Assault.
ou Achilles Assault, ça dépend comment vous voulez le prononcer, je crois que les deux sont possibles. Donc description également encore du Jericho Reach avec donc des nouvelles missions, des nouveaux points d'importance pour continuer donc la croisade de l'Imperium contre le chaos. Donc là c'est plus un supplément de contexte pour justement jouer la méta-intrigue de Deathwatch. Donc avec des nouveaux personnages non joueurs, des idées d'aventure, et de quoi donc en clair faire votre campagne si vous voulez vraiment faire une campagne de Deathwatch. Voilà. Donc pour Deathwatch c'est fini, on en arrive enfin à mon préféré, que moi je juge, bon, avec Rogue Trader est vraiment le plus intéressant de la gamme, Black Crusade. Voilà, là on assume, on joue des méchants, on joue des membres de la donc purement et simplement des Space Marines et autres acolytes du chaos. Franchement, là, on est dans quelque chose d'extrêmement intéressant à tout point de vue, selon moi. Je pense que c'est la meilleure même réussite en fait de la gamme, c'est d'avoir pu trouver un intérêt, faire trouver un intérêt à jouer vraiment des méchants au service du chaos, qui sont vraiment, c'est vraiment bien foutu en plus, hein, comme voilà, il y a quelque chose d'extrêmement bien fait. Moi, voilà, c'est celui que j'ai en cours hein, au niveau de mes campagnes. J'en fais un de temps en temps, quand j'arrive à trouver des joueurs et à trouver une idée de scénario. Donc là, on joue du côté du chaos. Évidemment, les joueurs sont quelque peu manipulés par un peu tous les dieux du chaos qui veulent, on va dire, les rapprocher d'eux. Là, c'est plutôt Zench qui, dans ma campagne, qui essaye, on va dire, de les amener à eux. Donc ils ont également leur propre zone où ils vont développer leur campagne. Donc c'est The Infamous Scream Vortex. Donc comment elle s'appelle déjà cette région, je ne sais plus. En tout cas, donc ils ont leur propre cadre en tout cas de campagne. Moi j'adore en plus le chaos. Et donc c'est vraiment génial. Donc là on vous propose de jouer purement et simplement plein de personnages. Donc là par contre il faut faire attention parce que les personnages sont très forts, à peu près aussi forts je dirais que dans Rogue Trader et Deathwatch. Deathwatch c'est le niveau en fait des Space Marines du chaos, évidemment ils sont au même niveau de puissance, et Rogue Trader c'est pour on va dire les renégats et autres suppôts du chaos. Donc il faut faire gaffe au niveau de on va dire la composition du groupe pour que ça reste on va dire très assez on va dire qu'il n'y ait pas trop de disparité en fait entre les personnages. Donc on peut jouer le champion du chaos, évidemment. Donc on a toujours évidemment le choix de l'origine, c'est vrai que je l'oublie à chaque fois. Je vous présente les carrières, et j'oublie qu'à chaque fois il y a une origine à choisir, évidemment. On a l'élu du chaos, évidemment, aussi qu'on peut jouer. Le Forsaken, l'oublié du chaos. Le Sorcerer du chaos, qui est vraiment très très fort. Là, ils ont des pouvoirs psy qui déchenillent le genou. L'apostat, donc voilà, le membre qui était avant, en fait c'est l'ennemi de base de Dark Heresy, quoi. C'est celui qui a voué en fait, qui a renié on va dire la religion impériale pour justement aller vers le chaos. L'hérétique, donc justement celui qui a donc embrassé la technologie et qui donc a sombré dans le chaos. Et le renégat, donc les renégats c'est l'humain de base, hein, c'est purement et simplement le membre de la garde impériale qui finit par sombrer dans le chaos. Et le psycheur, donc là c'est encore voilà, le psy, mais qui lui est unleash, quoi. Donc il est très très faible en tant qu'humain, mais par contre ses pouvoirs psy en font un individu qui est extrêmement puissant. Et le point fort, comment dire, dans celui-ci, c'est déjà que vous pouvez jouer, comment dire, un truc badass qui sert le chaos. Ça déjà, je trouve que c'est pas mal. Mais qu'en plus, le système vous aide à justement honorer, comment dire, votre dieu chaotique, qui lui donc, va vous rendre des gratifications. Et donc, vous allez petit à petit, en faisant appel à lui, par exemple pour avoir un peu plus de chance ou pour justement pas crever, vous petit à petit sombrez d'une certaine manière encore plus dans sa dévotion et dans votre dépendance envers ce dieu, et donc obtenir des traits, comment dire, de mutation du chaos, des pouvoirs particuliers. C'est la démesure, c'est-à-dire que là, en clair, si concrètement vous voulez que votre personnage survive, il le peut, hein, il peut vraiment se relever alors qu'il est complètement mort, déchenillé.
parce que en se vouant au chaos, concrètement, il se rend dépendant certes d'un pouvoir supérieur, mais quasiment immortel, comme l'est le chaos en fait, hein, puisque les Space Marines en question, on le sait, hein, les Space Marines du chaos, ils vivent de leur guerre depuis des millénaires en fait, ils ne meurent quasiment jamais, comme d'ailleurs les Space Marines, et eux aussi ils ont une forme d'immortalité, mais pas autant qu'eux, qui eux, on va dire, c'est les mêmes en fait, qui font donc ce qu'on appelle la Black Crusade, justement la croisade noire, depuis les résidents russes. C'est les mêmes, ils ressuscitent tout le temps en fait, le pouvoir du chaos les ressuscite pour justement aller toncer, comment dire, du Space Marine. Voilà, c'est plutôt... voilà, c'est une belle perspective. Donc on joue en fait justement sur cette relation avec le chaos. Et je trouve que c'est vraiment l'un des points forts et l'un des points vraiment les plus intéressants du jeu, à n'en pas douter. Voilà. Donc il y avait eu de la même manière un scénario de base avec des personnages pré-tirés. Donc ça s'appelait Binding Contract, que voici. Il y avait donc eu évidemment des personnages pré-tirés qui étaient liés à ce scénario. Il y en avait même eu un deuxième, je crois. Ouais, Broken Chains aussi. L'histoire d'introduction, voilà, scénario d'introduction avec donc des personnages pré-tirés que voici. Donc le fameux le Space Marine du chaos, voilà, comment dire, l'élu, donc l'autre c'était un Forsaken. Donc là les origines c'est Space Marine ou humain, hein. Les origines sont un peu plus limitées, mais bon, on trouve un peu plus de diversité au niveau des carrières évidemment qui nous sont proposées. Voilà le l'élu, comment dire, de Korn par exemple. Voilà l'élu, comment dire, lui arme lourde, hein, plutôt. Voilà les Retek qui étaient aussi proposés. Le Psyker, voilà. Et ça fait des bons pré-tirés, hein. Et le Renégat du chaos, donc voilà, le Space Marine Renégat. Donc on avait ça, et ça c'était quand même plutôt intéressant. Donc il y avait aussi ces versions-là, hein, des feuilles de personnages qui avaient été présentées. Donc si vous arrivez à les retrouver, c'est pas gagné. Vous avez vraiment de quoi jouer tout de suite et de vous faire une idée du jeu, on va dire, rien qu'avec ça. Et comme je peux vous le dire, franchement, c'est celui que je vous conseillerais avant tout. Faut assumer, voilà, le chaos, c'est quelque chose. Et je pense que c'est la proposition ludique avec Rogue Trader qui est la plus intéressante et la plus jouable. Car là, on joue des Space Marines, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et plus jouable puisqu'on joue sur les relations, justement, avec le chaos plus qu'autre chose. Donc il y a quand même beaucoup plus d'interaction sociale, d'interaction, on va dire, de manipulation, etc. etc. Donc l'écran en plus il est de toute beauté. On a dans le livret alors est-ce qu'il y a... Oui, il y a une aventure. Donc l'aventure s'appelle Rivals of Glory. Donc ça c'est juste une aventure en fait, hein, qui vous est proposée dans le livre de base. Moi je sais que voilà, à chaque fois je fais mes scénarios, donc je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, généralement les scénarios sont plutôt bien fichus. Et certains je les ai lus quand même pour me donner quelques petites idées. Après, vous avez la série des 4 en fait, qui est vraiment l'essentiel de la gamme. Il y a aussi un supplément scénario, hein, d'après mes souvenirs. Donc vous avez en fait un tome purement et simplement sur chaque dieu du chaos. Voilà, donc vous avez le Tome of Fate sur Tzeentch, le Tome of Blood sur Korn, le Tome of Excess sur Slaanesh évidemment, et le Tome of Decay sur Nurgle. Et ça, franchement, ils sont tous bien faits, hein. Donc on a évidemment les spécificités de chaque dieu du chaos, avec donc la description évidemment à chaque fois donc du dieu, de sa philosophie, les différents types évidemment de serviteurs de chacun de ces dieux. Donc là je prends Nurgle parce que c'est un peu mon préféré. J'aime beaucoup Tzeentch aussi, mais Nurgle franchement, en plus c'est l'armée que je joue à Warhammer 40 000 en armée du chaos, et ils défoncent tout. Leur équipement spécifique, voilà, les différents démons évidemment aussi, et comment on va dire servir au mieux ce dieu et les avantages que peut donner chaque dieu. Chacun, ils sont tous vraiment sur le même modèle. Voilà, donc c'est pour ça que je passe assez rapidement, mais bon, c'est à chaque fois super intéressant. Et enfin, voilà, on est déjà à 1h30 au niveau de cette vidéo. Je vais terminer sur le dernier jeu. Rassurez-vous, c'est bientôt fini.
Et donc il y a purement et simplement, ah bah tiens, ils sont dans l'ordre, ils sont pas dans le bon ordre. Donc là, on redescend un peu au niveau de la, on va dire du niveau de puissance, puisque le dernier à être sorti au niveau de la gamme. Donc celui-ci, c'est le dernier, il date donc de 2012, donc ça veut dire que Black Crusade, ça veut dire 2011. On attendait en fait un jeu pour jouer les Eldar. C'était vraiment celui qu'on pensait qu'allait être... parce qu'on avait en plus eu la possibilité de jouer carrément des PJ Eldar noirs dans Rogue Trader, donc on s'est dit ah, ça va peut-être arriver. Et on a eu ça, ça. Moi je l'ai pas testé, c'est vraiment le dernier, et quand voilà, il est sorti, j'étais déjà sur Rogue Trader et Black Crusade avec beaucoup plus d'intérêt. Donc Only War m'est un peu passé sous le nez, pourtant j'aime beaucoup la garde impériale, c'est aussi mon armée de cœur. En plus donc de l'armée du chaos de Nurgle, j'ai une très très grosse armée de gardes impériaux, de Cadiens et associés. Et donc là on vous propose purement et simplement de jouer un membre de la garde impériale qui va en chier, c'est le cas de le dire, et il va vraiment baver des ronds de chapeau parce que vous jouez vraiment un humain qui fait la guerre, et ça va pas être évident. Voilà, et donc on joue vraiment. Voilà, on a la possibilité donc de créer son régiment, et donc de choisir également son régiment. Donc on peut jouer un Cadien, comme je vous dis, là c'est vraiment le basique. Le Catachan, le Rambo dans la jungle. Sauf que voilà, la garde impériale en fait c'est que des Rambo. C'est une armée de Rambo. Ils sont tous du niveau de Rambo, donc c'est pour vous dire quand même qu'ils sont puissants. Hein. Le Death Corps of Krieg, donc la ambiance Première Guerre mondiale. Les Lysian Drop Troops, donc c'est les troupes aéroportées. Le Maccabian Janissaries, donc ça je ne me souviens plus ce que c'est bizarre. Donc le Mordiana Iron Guard, donc là c'est vraiment en plus armée, on va dire très, avec des uniformes et tout très rangés, assez armée en fait du 19e siècle, je devrais dire. Ça ressemble un peu en fait à l'armée de quel pays je pourrais l'associer. C'est dur à dire. C'est dur à dire de quelle est l'inspiration. Donc Talarn, là évidemment c'est les armées, on va dire plus du désert. Les Vostroyens, donc là c'est les Russes, c'est sûr. Voilà, les Russes tsaristes. Voilà, et donc vous avez les règles de création de régiment, si vous en avez besoin. Une origine, donc évidemment comme d'habitude. Et après, donc vous partez, comment dire, pour donc avec toujours des illustrations vraiment super cool. Vous partez vers donc la création de personnages où vous allez choisir évidemment votre carrière. Donc le Heavy Gunner, voilà. Donc si vous voulez prendre les armes lourdes, le médic, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un médic. L'Operator qui lui donc va piloter des véhicules, ça peut être sympa. Le sergent, voilà, il en faut toujours un dans le groupe. Le Weapon Specialist, voilà, spécialiste des armes. Je vais tout faire sauter. Le commissaire, voilà, donc le mec qui concrètement, si tu marches pas, bah tu crèves, c'est le cas de le dire. Lui il est là, bon bah quoi, vous avez reculé face à l'ennemi, ils en tuent un, et il y a vraiment les règles hein, dans le jeu de figurines. Bah, croyez-moi, les autres ils repartent à la tonce. Voilà, c'est marche ou crève, sachant que le système de commissaire a existé évidemment, hein, c'était dans l'armée russe, mais pas que à mon avis, mais celui qu'on connaît plus pour le terme, c'est le commissaire. Le Ministrorum Priest, donc voilà, le prêtre évidemment lié. L'Ogryn également qu'on peut jouer, hein, donc, qui sont en fait donc des humanoïdes, des ogres entre guillemets, qui sont liés à l'Imperium. Les Ratlings qui sont donc l'équivalent aussi un peu des Halflings, quoi, qui eux sont des tireurs d'élite, là où les Ogryn c'est des hauts bourrins qui défoncent tout sur le champ de bataille au corps à corps. Voilà, j'en ai quelques-uns. Surtout j'ai des Ogryn du chaos qui sont vraiment comme ça. Que je mets dans mon armée de Nurgle, c'est super cool. Le Psyker Sanction Speaker, donc le Psyker qui lui a eu sa licence, il a passé le diplôme, il dit ouais, vous avez le droit d'être Psyker, vous avez le droit de ne pas avoir votre âme aspirée par l'empereur. Le Stormtrooper, donc là c'est on va dire les troupes d'élite de la garde impériale. Et le Tech Priest Engineer, voilà aussi, il y a l'ingénieur qu'on peut jouer. Donc on a toutes ces classes là, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la guerre. Alors, autant on va dire, on redescend quand même en termes on va dire de niveau de puissance.
Autant la proposition ludique est un peu la même quand même que Space Marine, mais on va dire à un niveau un peu plus... voilà. Donc vous pouvez jouer également des campagnes guerrières, si c'est vraiment votre truc. Le jeu est vraiment fait pour ça. Moi je ne l'ai pas testé, mais voilà, le système s'y prête, le monde s'y prête. Si vous avez vraiment des idées, on va dire, pour jouer des campagnes militaires dans le monde de Warhammer 40 000, c'est le jeu qu'il vous faut. Il est vraiment très bien fait pour ça. Je ne dirais jamais le contraire. Et au contraire, voilà, si vous avez la possibilité, si c'est votre proposition ludique, eh ben, il faut se jeter dessus. Mais je pense quand même que c'est Only War et on va dire Deathwatch les moins intérêt, qui ont le moins d'intérêt ludique, dans le sens où on est beaucoup plus limité quand même sur la proposition qu'on nous fait comparé à Rogue Trader et surtout Rogue Trader qui lui offre le plus de possibilités et Black Crusade qui est très subtil en fin de compte. C'est vraiment pas que du gros bourrin comme on pourrait le croire. On peut le jouer gros bourrin, mais je pense qu'on y perdrait un petit peu. Donc Only War, l'écran, avec le Game Master Kit, enfin le livret qui doit normalement proposer aussi un scénario, si je ne m'abuse. Ah ouais, là c'est plus, on va dire, des propositions Ah si, c'est un scénario. Voilà. Donc un gros scénar qui est une sorte de campagne militaire. Voilà, avec et la description des personnages non joueurs. Oh là là, on va combattre des Eldar noirs, c'est pas gentil. Voilà. Et des conseils pour jouer justement une campagne de la garde impériale. Voilà. En plus du scénario. Donc, au moins, le scénar vous propose tout ce qu'il faut pour pouvoir vous y mettre si vous en avez besoin. Car je crois que voici. Je sais plus s'il y en a un dans le livre de base de scénario. Je vérifie. J'ai pas souvenir. Normalement, il propose toujours un scénar. Oui, si, il y a un scénar à la fin. Against the Savages. Voilà, il y a bien un scénar à la fin. Alors, deux suppléments à vous proposer et on aura fait le tour. Hammer of the Imperium, donc des nouveaux ennemis à vous mettre sous la dent, donc les Mecha Boys Orcs, les Archons, les Space Marines du Chaos, etc., etc. Donc là, de quoi aussi faire votre campagne militaire. Encore, on vous donne des conseils et des règles supplémentaires avec des talents de vétérans, des talents de tireurs d'élite, des médailles aussi, parce que donc oui, il y a un système, comment dire, de médailles et de promotion évidemment dans le système de jeu. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Mais là, ça me revient. Et donc, vous avez de quoi faire. En plus, l'illustration, elle est trop top. Donc voilà, comment se taper de l'orc. Voilà, mais pas que de l'orc. Hein, il y a aussi, il y a d'autres ennemis. Hein, il y a plein d'ennemis en fait qui sont, voilà, il y a les croûtes, les les Eldar noirs. Voilà, vous avez un peu de tout en fait. Il y a un peu à boire et à manger. Mais voilà, il y a de quoi. Surtout, en fait, ils insistent sur les gros orques qui font mal. Et donc, Hammer of the Emperor. Donc là, c'est, je crois, normalement aussi un supplément de règles. Donc, des nouvelles règles de création de régiment. Donc, c'est ce qu'ils appellent régiment, c'est le groupe de personnages, hein, normalement. Mais il y a possibilité probablement aussi d'inventer sa propre armée, comme enfin son propre, on va dire, régiment, gros régiment en fait, réellement, de la garde impériale, comme on crée son chapitre de Space Marine dans les règles. Sauf que là, je crois que c'est dans les règles de base, hein, comme je vous l'avais montré. Donc voilà, on nous décrit d'autres régiments, comment dire, connus. Donc les Attilan Riders, les Karchin, etc., etc. Des règles supplémentaires, évidemment, pour voilà, des nouvelles compétences, des nouveaux talents, plein de nouvelles cybernétiques, nouvelles armes, etc. Les règles pour le combat monté et les ordres aussi, qui existent, qui est un point important dans le système justement du jeu de figurines, qui vous propose justement un système d'ordre. En fait, l'armée, comment dire, de la garde impériale est fondée en fait justement sur ce système d'ordre que vous allez donner, qui va vous donner en fait toute une logique en fait tactique à votre armée à travers justement ce système d'ordre. Voilà. Et donc ça, ils l'ont retraduit dans le comment dire, dans le système de jeu. Donc, il y avait eu évidemment des personnages pré-tirés avec un scénario, mais le scénario, je ne l'ai pas retrouvé.
Voilà, donc on vous proposait évidemment des personnages pré-tirés aussi pour tester le scénario d'introduction. Donc voilà, c'est assez classique, hein, le Jungle Fighter Weapon Specialist, voilà, le commissar. Donc là, je suis désolé, il y avait quelques problèmes sur mon imprimante probablement à l'époque, j'étais en fin de cartouche. Voilà, l'Ogreen, ceux-là ça devait être des personnages supplémentaires, et le Ratling. Parce qu'ils faisaient aussi parfois, ils éditaient le scénario et ils rajoutaient des personnages en plus quelques temps après. Voilà. Et ben voilà, donc on en est quasiment à 1h42 de vidéo. J'espère que vous n'avez pas fui, on va dire, depuis longtemps. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, en tout cas, de vous parler de toute cette gamme, même si suite à cette vidéo, je vais être complètement rincé après presque voilà, 1h40 de vidéo. Donc comme vous pouvez voir, c'est une gamme qui est pléthorique en jeu de rôle, et croyez-moi, en termes de jeu de figurines et de ce qui a été développé, c'est encore le jeu de rôle, c'est rien, quoi, c'est 1%, même pas, je dirais, moins d'1%. Donc voilà, si c'est un univers qui vous plaît, parce que vous connaissez le jeu de figurines, ou si vous avez toujours rêvé, comment dire, parce que vous avez joué au jeu de figurines quand vous étiez plus jeune, ou vous jouez au jeu de figurines actuellement, eh ben, vous pouvez vous replonger très largement là-dedans. Je pense que c'est encore possible à trouver en VO ou en VF. Franchement, je vous conseille vraiment de vous mettre plutôt donc, à Rogue Trader. C'est le meilleur en termes d'équilibre et de proposition ludique qui permet de faire le plus de choses. Black Crusade, moi c'est celui que je trouve le plus intéressant, le plus jouissif au niveau de sa thématique. Et après, si vous voulez faire, on va dire, du gros bourrin, vous pouvez faire à petit niveau avec Only War ou à très haut niveau avec Deathwatch. Et si vous voulez plutôt de l'enquête, quelque chose d'assez racé, subtil, voilà, et ben vous avez toujours Dark Heresy qui lui vous propose vraiment le jeu d'enquête dans l'univers de Warhammer 40 000 face, on va dire, à des problèmes, on va dire un peu plus contenus, un peu plus subtils aussi, quoi. Voilà, si vous voulez vraiment jouer dans la subtilité, c'est Dark Heresy. Si vous voulez jouer dans la gestion, l'exploration, c'est Rogue Trader. Si vous voulez jouer, on va dire, dans les complots subtils du chaos et un petit peu, on va dire, aussi un côté jouissif bourrin, c'est Black Crusade. Et si vous voulez la démesure complète, c'est Deathwatch, où là, voilà, vous allez en avoir pour votre argent. Et si vous voulez jouer vraiment l'ambiance guerre, avec, on va dire, des humains, on va dire, extrêmement limité mais courageux malgré tout et qu'on pousse comment dire la baïonnette dans le dos à aller à la tonce, eh ben, c'est Only War qu'il vous faut si vous voulez cette ambiance un peu Rambo, un peu soldat désespéré, voilà, cette ambiance vraiment campagne militaire qui dépote. Only War, je pense, peut être une bonne chose. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Merci de m'avoir suivi jusque là si vous avez eu le courage de le faire. C'est donc la première vidéo de la semaine sur un jeu de SF mais vraiment très particulier. Il y en aura donc une deuxième dans la semaine. Il y aura également le live où je reviendrai probablement sur certaines choses. Donc n'oubliez pas les pouces, les abonnements, abonnez-vous franchement. Il me reste plus que ça pour avoir, on va dire, une visibilité honnête et enfin compter quelque peu aux yeux des éditeurs et aux yeux de YouTube, d'être reconnu et donc de pouvoir vraiment faire partager notre passion, notre message aussi, notre philosophie de jeu, celle qui, on va dire, est commune à tous les gens qui ont rejoint la chaîne Tabula Rasa et le Discord Tabula Rasa. Mettez des commentaires si vous y avez joué. Moi, je vous ai parlé de cela avec le plus de sincérité possible. Je ne fais jamais, on va dire, dans la critique, on va dire, ordurière. C'est pas du tout le style de la maison. Moi, je vous dis ce qui peut vous plaire, ce qui peut pas vous plaire selon moi, ce qui peut, on va dire, vous apporter du plaisir à jouer, et c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est le plaisir qu'on puisse jouer ensemble au jeu qui nous plaît, et c'est tout ce qui m'importe. Et donc, voilà. Après ça, eh ben, vous jugerez par vous-même, et surtout, jouez bien, et jouez à un jeu dans l'univers de Warhammer 40 000. C'était Magna Magister. À bientôt.